RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Vipère au point d'Hervé Bazin fut-il un instrument de la déchristianisation en France ? Pour des générations d'anciens collégiens, Vipère au point est considéré comme un classique. Il fait partie de ces livres valorisant l'esprit critique à la française qui porte un regard ironique sur les fondements de notre culture, visant à démontrer que plus je critique d'où je viens, plus je suis objectif et intelligent. Le roman dresse le portrait d'une mère qui martyrise ses enfants, suscitant chez le lecteur effroi devant tant de méchanceté et rire face à la narration du fils ou remarques acerbes à l'encontre du milieu catholique auquel appartient cette famille. Publié en 1948, ce roman contient-il de quoi être un allié actif des anti-cathos qui ont discrédité cette religion. Dès le chapitre 2, le narrateur, deuxième fils de sa méchante mère surnommée Folcoche, décrit son père, professeur de droit à l'université catholique, je cite, « situation non lucrative comme il sied », qui a épousé une fort riche jeune femme, celle qui devint, pour le malheur de tous, mère. Dans ce début de roman, tout ce qui est catholique est muni d'épithètes ironiques. Mais ensuite, on comprend que le narrateur ne critique pas la religion ni la foi. Il critique la faiblesse de son père, qui défend aveuglément son épouse maltraitante, sous le couvert d'un catholicisme pratique. Le narrateur enfant en veut à son père de ne pas affronter son épouse pour le bien de ses enfants. Et comme il ne peut ni ne sait l'attaquer directement, il s'en prend à son milieu. Au fond, les enfants eux-mêmes ne sont pas aigris contre les abbés qui se succèdent chez eux, précepteurs à bon marché. Ils les numérotent, abbé 1, abbé 2, abbé 3, jusqu'à abbé 7, sans plus approfondir leur caractère. Ce n'étaient que des hommes ayant besoin d'un emploi, dépassés par le mal produit par leur patronne. Ainsi, si la critique de la religion masque des rancœurs profondes et difficiles à énoncer, si cette critique a justement tout intérêt à ne pas être prise au premier degré, c'est que quelque chose de très non-chrétien couve dans le roman. La revendication de la haine de l'enfant pour sa mère. La première partie du livre est au fond amusante, car le narrateur décrit les idées saugrenues de la mère pour humilier les enfants. Par exemple, pour les faire paraître à une soirée, elle n'achète qu'un costume, le, je cite, « complet collectif », qu'ils doivent se passer, paraissant à tour de rôle au salon. On sent l'ahurissement devant tant de méchanceté, plus que de la vraie souffrance. Le narrateur distancé utilise une ironie très fine qui entraîne le lecteur à considérer la mère comme une mégère caricaturale. Mais, quand l'enfant devient adolescent, il clame sa haine réelle et indéracinable contre sa mère, qui, il le sent, sera son moteur toute sa vie. Je cite, « Je suis ton vivant châtiment qui te promet, qui te fera une vieillesse unique dans l'histoire de la piété filiale. » Au début du roman, le narrateur enfant tue une vipère. Je cite, « Je saisis la vipère par le cou, exactement au-dessus de la tête, et je serrai. Voilà tout. » Dans ce texte, il se compare à Hercule, assimile la vipère au bâton de Moïse et compare son grand-père qui l'achève à Saint Michel. À la fin du roman, adolescent donc, il revient par effet de clôture sur cette scène initiale. Je cite, « Je répète, puissance de moi, tel est l'archange qui terrasse le serpent. » À présent, les comparaisons ne sont plus livresques. L'enfant devenu jeune adulte est le centre de référence, comme le montrent les pronoms « je » et « moi ». Sa mère, quant à elle, est assimilée au serpent qui tenta Ève,
je cite, « une belle folcoche qui a empoisonné pour toujours toute l'humanité ». On pourrait justifier cette démesure de la part de l'enfant maltraité par la cassure opérée en lui, le coupant du bien. Ainsi, lui et sa mère se disent souvent être le miroir de l'autre. Je cite, « Folcoche est comme moi », ce qui représente que les névroses secrètes se passent inlassablement et indétricotables de génération en génération. Certes, dans cette famille, personne n'a entravé la démesure vengeresse de la mère. Mais personne n'a cherché à l'aider. Il n'est pas normal de ne pas supporter que ses enfants l'appellent « maman » ou de les gifler, je cite, pour couper court à toute effusion. Il est dit à plusieurs reprises qu'elle avait parfois besoin de morphine pour se calmer. En fait, elle était malade. Il le savait et personne n'a rien fait pour l'aider. Ni ses parents, ni son époux, ni ses enfants. Tout le monde savait et personne ne l'accompagnait dans sa propre souffrance. Ainsi, ce roman est profondément anti-chrétien. Et au-delà, il blesse les valeurs du respect et de l'amour. Mais pris dans le discours progressiste de l'époque, il est très possible que professeurs et parents ne se rendaient pas compte qu'ils sciaient la branche du respect de l'autre sur laquelle ils étaient assis. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Alongue.